Imaginez-vous embarquer à bord d'un paquebot direction l'Amérique, l'Asie ou même pour un tour du monde. Vous avez rêvé devant les affiches art déco des destinations exotiques, vous voilà maintenant sur le pont pour les voir de vos propres yeux. Toutefois, l'origine des liaisons maritimes, comme les transatlantiques, se trouve d'abord dans une réalité loin des loisirs des années folles. Celle, au XIXe siècle, de l'émigration vers une vie meilleure espérée par les classes populaires européennes, ou du fonctionnement des empires coloniaux, cousus par les lignes postales. Une nouvelle ligne postale régulière, voilà le projet ambitionné pour Le Havre au milieu du XIXe siècle. Située à l'embouchure de la Seine, la ville constitue un point de départ privilégié pour les liaisons transatlantiques vers les États-Unis et sa porte d'entrée, New York. Auparavant, quelques tentatives de liaison régulière avaient échoué, faute de capitaux. Il faut attendre le Second Empire pour que soient obtenues des subventions ainsi qu'une convention postale signée avec l'État en 1860. La priorité ? Acheminer le courrier en Amérique et vice-versa. C'est par ailleurs de cette mission que le nom de paquebot tire son origine, puisque le terme vient de l'anglais packet boat. Évidemment, il est toutefois prévu de transporter voyageurs et marchandises entre les deux continents. Extrait du constitutionnel 11 juin 1864. Direction générale des postes, avis. Le public est prévenu que le paquebot poste français de Washington partira le 15 de ce mois du Havre pour New York à 6h10 du soir. La taxe des lettres et des imprimés de toute nature qui seront expédiés de France pour les États-Unis, les îles Sandwich, Cuba et le Mexique, au moyen de ce paquebot, sera perçue conformément aux tarifs ci-dessous. Il s'ensuit un tableau des prix d'expédition. Le Washington, c'est LE fleuron de la nouvelle compagnie. Celui-ci est commandé par la Compagnie Générale Transatlantique, fondée en 1855 par Émile et Isaac Pereire. Juifs d'origine portugaise, les deux frères sont de grands industriels, banquiers et entrepreneurs du XIXe siècle. Ils créèrent un véritable empire, dans le domaine des chemins de fer d'abord, puis en fondant en 1852 le Crédit Mobilier et en 1855 la Compagnie Générale Maritime, qui devient par la suite la Compagnie Générale Transatlantique. Leur activité s'étendait à de nombreux secteurs, hôpitaux, omnibus ou encore opérations immobilières. Dans le même temps fut aussi fondée la Compagnie des Messageries Maritimes, qui parcourra l'empire colonial français jusqu'à sa fusion avec la Compagnie Générale Transatlantique en 1977 pour former l'actuel CMA-CGM. Le siècle du 13 juin 1864 dans les nouvelles diverses. C'est le 15 juin que doit se faire, du Havre, le premier départ de la ligne postale entre la France et les États-Unis, organisé par la Compagnie Générale Transatlantique. Ce premier départ sera effectué par le paquebot le Washington, de 5600 tonneaux de déplacement et de 950 chevaux de force. La première traversée du Washington dura 13 jours. Mais bien qu'équipé de roues à aubes, auxquelles on substitue en 1868 des hélices pour gagner du temps sur le trajet, le navire est encore pourvu de voiles et de mâts pour sécuriser la traversée, et ce, malgré des innovations techniques des plus récentes. De même, le steamer étant dépourvu d'électricité, les bêtes, cochons, vaches, volailles, étaient embarquées vivantes dans le navire à vapeur afin de tenir pendant 2 semaines. Le navire incarne ainsi une époque de transition technologique, durant laquelle les navires sont hybrides, ce qui peut être parfois un peu déroutant aujourd'hui. Petite parenthèse ici. Le Havre participe à cette histoire technologique par la famille havraise des Augustins Normands, qui tient jusque dans les années 1960 de grands chantiers navals sur le Perret du Havre. Ces derniers sont en effet à l'origine de l'invention de l'hélice propulsive, et en 1842, Jacques-Augustin Normand construit le premier vapeur à hélice en France, le Napoléon, symbole de modernité. À partir des années 1870, la compagnie connaît une période de difficulté du fait des tensions internationales, d'accidents et de la concurrence féroce. Le renouveau de la compagnie commence au début du XXe siècle, en faisant le choix de privilégier une clientèle fortunée. Les années 1920-1930 constituent en un sens l'âge d'or du trafic transatlantique à travers, par exemple, les paquebots l'Île-de-France ou le Normandie. Enfin, bien sûr, on ne peut passer à côté du France, symbole si cher au cœur de nombreux Havrais et Havraises, qui marqua les années 1960 et 1970 et dont le nez est aujourd'hui exposé face au port du Havre. Extrait de l'ouvrage Le voyage de Sarah Bernard, publié en 1881 par Marie Colombier, amie de l'actrice, toutes les deux parties du Havre pour New York. Je vais aux nouvelles. Nous sommes dans la baie de New York, à l'embouchure de l'Hudson qui vient finir devant la ville. À quelques kilomètres de notre steamer, un petit vapeur, pavoisé aux couleurs françaises et américaines et gros comme une des hirondelles du Pont-Royal, cherche à aborder. Tandis qu'une fanfare à laquelle je pardonne, en faveur de ses bonnes intentions, nous écorche les oreilles par une cacophonie ayant la prétention de ressembler à notre hymne national. Le steamer s'arrête et le bateau-mouche s'y accroche.
Aussitôt, une foule se précipite à notre bord. Ce sont des reporters. Il y en a 25, pas un de moins. Des comédiens, des amis du directeur de la tournée, puis des Français, de braves gens qui ont quitté leur boutique ou leur chantier pour venir saluer l'artiste parisienne. Nous avons repris notre marche vers la ville. Plusieurs bateaux chargés de curieux nous suivent à distance respectueuse. C'est une mode américaine que cette cérémonie d'escorte, de fleurs et de speech. Le soleil est beau, le temps superbe, en une demi-heure nous arrivons au quai. Tout ce temps s'est passé en présentation et en entrevue avec le reporter. Enfin, nous sommes arrêtés. On pose les passerelles. Sarah, qui a repris son calme et sa bonne humeur, s'avance souriante au bras de son directeur. Sarah monte dans une voiture qui entraîne à l'hôtel. Pour moi, je vais assister d'abord à l'ouverture des malles, à la douane dont j'ai entendu vanter la sévérité. Un Français m'édifie sur ce point, d'une manière bien concluante. Il ouvre sa malle et place sous les yeux de l'employé un billet américain de 25 francs, très apparent. Le douanier pose la main gauche dessus comme par mégarde. Quand il la relève, le billet a disparu. De la main droite, pendant ce temps, il marque la malle à la craie et crie à haute voix « Rien à déclarer, passez !» Je suis en Amérique. L'histoire du Havre est donc une histoire tournée vers l'Amérique. Déjà au XVIe siècle, le Florentin Giovanni de Verrazzano appareille de Dieppe sur un navire armé au Havre et découvre, en 1524, une baie qu'il nomme la Nouvelle-Angoulême, en l'honneur de François Ier. Il s'agit de la future New York, une ville symbole d'une Amérique terre de promesses pour beaucoup d'Européens. Ainsi, les grands paquebots transatlantiques ont longtemps rythmé le quotidien du port jusqu'au désarmement du France en 1974, aux grandes dames des habitants. Vous pouvez retrouver le site de la French Lines, où sont numérisées archives, photographies, affiches et tant d'autres témoignages des compagnies maritimes et de l'histoire transatlantique du Havre. Pour une exploration plus ludique, vous pouvez également consulter les BD illustrant cette période, comme Tintin en Amérique, ou alors les diverses bandes dessinées illustrant l'histoire du paquebot Le France. Et voilà, nous voici déjà arrivés au terme de notre voyage à travers le temps et l'espace. 4 voyages, 4 témoignages, 4 thèmes d'histoire maritime. De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique et l'Océanie, nous avons lu des cartes du monde, visité des cabinets de curiosité, vogué aux côtés des pirates et des corsaires dans les Antilles, participé à des expéditions scientifiques dans des terres inconnues et découvert de nouvelles espèces, émigré vers le Nouveau Monde et commercé dans l'Empire du Milieu. Cette émission a été préparée et réalisée par Théo, Steven et Amaury. Nous tenons à remercier Madame Sonia Anton ainsi que l'équipe de l'Université du Havre pour leur précieuse aide dans la réalisation de ce projet. Nous remercions également chaleureusement nos professeurs d'histoire moderne et contemporaine, messieurs Éric Saunier, Jérôme Jambu, Thomas Vessé et Madame Carole Christen, pour leurs riches enseignements, notamment dans le cadre du séminaire d'histoire Penser le maritime. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons que ces podcasts vous ont plu et que vous en avez appris un peu plus sur la cité océane et son histoire.